Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, retour du chef de l'État après sa participation aux funérailles de l'ancien président kenyan. Et au Proche-Orient, réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur le plan de paix américain. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État a regagné la capitale après sa participation au 33e sommet de l'Union africaine, à la réunion du mécanisme de l'évaluation africaine par les pairs, la 5e édition du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale et pour la recherche en sciences de la vie. À sa descente d'avion, le président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, du président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement. Après sa participation au 33e sommet de l'Union africaine, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé aujourd'hui aux côtés de ses homologues africains aux funérailles nationales de l'ancien président Daniel Arap Moi, le deuxième président du Kenya depuis l'indépendance dans la capitale kenyane, Nairobi. Le président Moi est décédé mardi dernier à l'âge de 95 ans. Lors des funérailles d'État qui ont eu lieu au stade national de Nyayo, le président Guelleh rejoint le président Uhuru Kenyatta et le président Paul Kagame, l'Ougandais Yoweri Kaguta Museveni et le président de l'Éthiopie Sahle Work Zewde. Des milliers de Kenyans ont afflué au stade Nyayo de la capitale Nairobi pour le service des funérailles. Le président Guelleh a assisté à l'ensemble des étapes de cette cérémonie composée des parades militaires, des discours officiels sur le parcours méritant de feu Daniel Arap Moi et de rites et chorales au son mélodieux, desquels le Kenya a, au titre d'adieu grandiose, souhaité rendre un dernier hommage à celui qui aura veillé sur sa destinée collective. La cérémonie funéraire a été caractérisée par les honneurs militaires intégraux, y compris des hommages musicaux militaires et un salve de 19 coups de feu. Toujours au chapitre des symboliques consentis au décès de feu Daniel Arap Moi, il est à préciser que le Kenya a décrété un deuil national de 3 jours et une mise en berne de son drapeau pour le même délai. La participation du président djiboutien à la cérémonie d'obsèques nationales organisée à la mémoire de feu Daniel Moi, entre autres, était marquée par l'allocution qu'il fit à la tribune. Cet événement, au cours de cette intervention, le président Guelleh a loué les efforts sans cesse renouvelés du défunt dirigeant kenyan en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Le président Moi était l'un des pères fondateurs de l'IGAD, un grand homme d'État et l'un des plus grands panafricanistes de cette période, a indiqué le président Guelleh. Le chef de l'État a mis également à profit cette allocution pour présenter directement ses condoléances attristées et celles du peuple et du gouvernement de Djibouti aux autorités et au peuple ami du Kenya, ainsi qu'aux proches et familles de feu Daniel Arap Moi. And the people of Kenya. May God receive him in his heaven. Thank you. Retour à Djibouti, où le ministre chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a reçu hier en son cabinet le nouvel ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en République de Djibouti et auprès de l'IGAD, M. Hayden O'Hara. Cette audience s'inscrivait dans le cadre des visites de courtoisie et de premiers contacts
du diplomate européen avec les autorités nationales. Aussi, le ministre lui a tout d'abord souhaité la bienvenue au pays et l'a assuré de son appui dans l'accomplissement de ses missions dans notre pays. Les deux hommes ont profité de cette occasion pour faire un bref tour d'horizon des questions de la décentralisation et du développement local. Le ministre Aramis a rappelé à son interlocuteur que l'importante réforme portée par son département en synergie avec les ministères sectoriels et techniques découle de la volonté politique du président de la République pour d'une part asseoir une gestion de proximité pour rapprocher les administrés de l'administration et répondre efficacement aux besoins et aux préoccupations de nos concitoyens, et d'autre part promouvoir un développement équilibré de nos régions à partir des potentialités de chacune d'elles avec la participation active de nos communautés, l'amélioration de leurs conditions de vie. Le ministre a mis l'accent sur le souci de son département en charge du cadrage et du pilotage de la feuille de route du président de la République en matière de la politique de la décentralisation, de veiller à la cohérence et à l'efficacité de toutes les activités y afférentes sur l'ensemble du territoire national. Il a été également question dans les échanges entre le ministre Aramis et l'ambassadeur O'Hara du projet d'appui à la décentralisation, au renforcement du système local de gouvernance et au développement local financé par l'Union européenne dans le cadre du 11 FEDET et dont le lancement est prévu prochainement. Autre actualité nationale, Djibouti se dirige vers le 100% d'énergie verte d'ici 2030. En effet, avec la géothermie, le solaire en cours de prospection, Djibouti vient de lancer la production d'énergie éolienne. La convention de construction de la première centrale éolienne a été signée hier après-midi au Kempinski entre Djibouti et les sociétés de financement. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakr Omar Hadi, a paraphé le document officiel avec les 3 officiels de financement. Il s'agit d'Africa Finance Corporation, le Climat Fund Manager et la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial. Cette centrale, rappelons-le, d'une capacité de 60 MW, sera construite dans la région de Goubet, avec un financement de 122 millions de dollars. La construction du parc éolien démarrera dans le courant du mois de février 2020 et va durer 18 mois. L'électricité produite par cette centrale verra le jour le mois de juin 2021, selon le président de l'autorité des ports et des zones franches. Dans cet accord, la République de Djibouti détiendra 20% des bénéfices générés par la centrale éolienne. Toujours selon le président de l'autorité des ports et des zones franches, Djibouti se présente comme étant un pays aux besoins énergétiques croissants. En général, le pays dépend de sa consommation en matière d'électricité de son voisin éthiopien. Grâce aux divers projets d'infrastructures à grande échelle, cela contribuera à booster la demande d'électricité de Djibouti. Selon la directrice de gestion d'actifs du Climat Fund Manager, indiqué que le partenariat avec le Great Horn Investment Holding et le Africa Finance Corporation et le Climat Fund Manager FMAO Dutch Entrepreneurial Development Bank est fructueux. Mandaté et Climat Fund correspond à la vision du mandat de la Climat Fund Manager. Nous avons développé ces projets au cours des 2 dernières années. Nous avons été très satisfaits des progrès réalisés, a dit M. Amadou Wada, directeur principal du projet développement et solutions techniques. Si vous regardez le développement des projets en Afrique, il faut généralement 3 à 5 ans pour arriver à ce stade. À Djibouti, il nous a fallu environ 2 ans pour achever le financement du projet. Nous avons l'entrepreneur, nous avons les consultants, ils ont commencé à mobiliser le site. Pour nous, c'est un aspect très encourageant car cela montre que le gouvernement djiboutien et l'ensemble du mécanisme de Djibouti soutiennent fortement l'investissement privé dans le pays. Nous allons collaborer avec le gouvernement au cours des 2 dernières années. Nous le trouvons très collaboratif. Pour nous, ce sera la première étape de nombreux investissements à terme, en particulier dans le secteur de l'énergie. Avant de conclure, M. Amadou Wada a profité de cette occasion pour remercier le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien en faveur de ce projet. Dans son intervention, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakr Omar Hadi, a indiqué que la salle a réuni les sociétés qui financeront le projet de construction du parc éolien dans la région de Goubet afin de produire de l'électricité. Cette centrale éolienne produira une capacité de 60 MW, a-t-il dit. Le président Hadi, le coût du projet s'élève à 122 millions de dollars américains et les travaux de construction commenceront ce mois-ci, a également ajouté le président. Le président Hadi a cité dans son intervention les 4 parties signataires dont le Great Horn Investment Holding,
l'Africa Finance Corporation, le Climat Fund Manager Dutch et l'Entrepreneurial Development Bank. M. Hadi a également dit que les 20% des bénéfices reviendront à la République de Djibouti, tandis que le 80% restant iront aux sociétés de financement. L'EDD a déjà commencé l'installation des poteaux électriques afin d'acheminer de manière efficace vers la capitale. L'électricité produite par cette centrale éolienne de Goubet, a conclu le président de l'autorité des ports et des zones franches. Autre nouvelle du pays, le sous-préfet du 1er arrondissement, M. Abdi Hassan, en collaboration avec les services de l'assainissement de l'ONEAD et la gendarmerie, ont mené une opération de contrôle des réseaux clandestins des PVC mis en place par les habitants du quartier populaire comme le quartier 3. Lors de leur opération déboucher les égouts des quartiers populaires, les services d'assainissement ont constaté plusieurs réseaux clandestins et de PVC qui sont liés à ces égouts et qui provoquent la saturation du réseau. Le sous-préfet du 1er arrondissement, M. Abdi Hassan, lance un appel à tous les habitants des quartiers populaires que les réseaux des égouts ne doivent pas être branchés dans les directs du PVC des voisins. Nous sommes à quartier 3. On est en train de procéder à la suppression des réseaux clandestins et qui encombrent après le réseau pluvial. Donc c'est de ce fait que conjointement avec la gendarmerie, la préfecture et l'ONIAD travaillent sur le terrain pour faire aboutir ces démarches. Dans la continuité des opérations de contrôle, des agents contrôleurs du ministre du Commerce ont mené aujourd'hui des opérations de contrôle inopinées de grande envergure à Arhiba. Il s'agit à travers cette campagne de protéger le consommateur contre la hausse illicite des prix et la vente des produits alimentaires de mauvaise qualité. Ainsi sensibiliser les opérateurs économiques sur leurs obligations légales et réglementaires. Force est de rappeler que le ministère du Commerce suit de près la situation des prix de toutes les denrées alimentaires les plus consommables sur le marché national pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et faire face à toute opération de fraude touchant les questions de prix et la qualité de ces produits. Au cours de cette mission, dans le quartier 6, il a été constaté que les prix pratiqués sur le pétrole lampant, autrement dit le kérosène, dépassaient largement les prix fixés par le ministère du Commerce, ainsi que la vente des produits alimentaires périmés, du sucre et farine. Tout à fait autre chose. Dans le cadre du programme éducatif et suite à la demande de la direction de l'école primaire La Sagesse, le centre d'instruction Cheikh Moussa a reçu aujourd'hui la visite de 218 élèves de l'école La Sagesse, en compagnie de leur directeur et des enseignants. Durant cette visite, les élèves et leurs enseignants de l'école La Sagesse ont été non seulement sous escorte de la gendarmerie, de la sécurité routière, mais aussi ils ont été chaleureusement accueillis par une forte délégation composée des officiers supérieurs de la gendarmerie. Après quelques mots de remerciement de la bienvenue au nom du chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan, les élèves ont été conduits à la place d'armes pour saluer le drapeau national et chanter l'hymne national au son de la musique aux côtés des deux pelotons de la gendarme, l'un appartenant à la gendarmerie mobile et l'autre du GIGN. À cet effet, les élèves ont été répartis en plusieurs groupes et par rang face au drapeau. Comme les gendarmes, juste après la délégation, s'est vu offrir un goûter avant la prise de la visite. À l'issue, les élèves et leurs cadres ont été invités à suivre dans l'amphithéâtre du centre de conférence Houch Roble Idlé, la gendarmerie, une présentation sur les différentes missions de la gendarmerie et un clip vidéo sur le métier du gendarme. L'éducation civique a également été évoquée durant la présentation dans le but de mieux motiver les enfants. Une démonstration de l'équipe cynophile a été réalisée par les maîtres chiens devant la foule d'enfants. À cette occasion, les élèves ont assisté avec plaisir au spectacle offert par les chiens qui étaient en harmonie avec leur maître.
S'en est suivi une présentation des moyens spécifiques de la gendarmerie mobile dédiés au maintien et au rétablissement de l'ordre. Ensuite, les élèves ont pu bénéficier d'une autre présentation axée sur les moyens roulants à 2 roues appartenant à l'escadron sécurité routière. De leur côté, certains membres du GIGN ont présenté aux élèves de leur cadre un cas d'entraînement sur rappel sur un bâtiment. Enfin, les responsables de l'école ont vivement remercié la gendarmerie et en premier son chef, le colonel Zakaria Hassan pour l'accueil chaleureux et la visite guidée qui a été très riche en découvertes. Autre nouvelle du pays, à l'issue de l'atelier de concertation sur les problématiques liées à la population et le développement sur la base du programme de développement d'action qui s'est déroulé à Tadjoura hier avec le préfet Tadjoura, le président du conseil régional, les élus locaux, ainsi que les services déconcentrés de l'État, le groupe parlementaire sur la population et le développement a fait une visite de terrain au CMH de Tadjoura. Après des échanges et des fructueux durant l'atelier, les parlementaires ont décidé d'aller voir de visu le centre hospitalier et discuter avec le médecin-chef de soins prodigués à la population et moyens qui sont mis à disposition. Ces moments ont été l'occasion de constater les besoins en renforcement des capacités techniques et matérielles pour l'amélioration des services disponibles, être proche de la population et leitmotiv du groupe parlementaire pour qu'ainsi personne ne se sente laissé de côté. À Obok, cette fois-ci, dans le cadre de la politique du gouvernement relatif au rapprochement de l'administration et des administrés, le préfet de la région d'Obok, M. Abdul Malik Mohamed Banoïta, a entamé dans la journée du dimanche une tournée dans la localité de Bissidrou, se trouvant à 120 km du chef-lieu d'Obok et frontalier avec l'Érythrée. Dans son déplacement, le préfet était accompagné par le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamad Ismail, le chef de corps de l'armée, le colonel Aden de Ali Warsama. Une équipe médicale dirigée par le médecin-chef et le conseiller pédagogique du ministère de l'Éducation nationale, Hussein Ali. À l'arrivée, le préfet et sa délégation ont été accueillis très chaleureusement par le sous-préfet de Ali Dada, M. Ahmed Ali Omar, et la population haute. Après l'accueil, le préfet a effectué des visites du terrain des infrastructures existantes, à savoir les forages et périmètres agricoles, et projets en cours. Par la suite, des échanges fructueux ont eu lieu entre les deux parties au moment que les cartes d'identité produites ont été distribuées et l'équipe médicale a prodigué des soins médicaux allant des soins et vaccinations. Éducation, cette fois-ci, des équipes pédagogiques du centre de formation de l'enseignement fondamental ont commencé depuis hier à sillonner l'ensemble du territoire national. Très tôt ce matin, des membres de cette équipe sont arrivés à Ali Sebier, notant qu'il s'agit de leur deuxième sortie sur le terrain. Durant l'année scolaire en cours, pour épauler les professeurs stagiaires dans leur tâche quotidienne de former les futures générations de la nation en quête d'une école de qualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis le paquet en matière de formation initiale, de suivi sur le terrain professionnel et d'évaluation personnelle de ses professeurs. Et c'est en plus du suivi régulier fourni par les conseillers pédagogiques des inspections générales pour assurer un encadrement pédagogique fiable aux nombreux professeurs d'école en poste dans les différents établissements de base et de moyens de la capitale et de toutes les régions du pays. Autrement dit, apporter ces jeunes hommes et femmes novices dans la profession noble d'enseignement une génération de professeurs axés au cadre dit unique stipulé par le décret présidentiel datant de 2017, portant sur la modalité de recrutement, des formations et des certifications des élèves professeurs. Santé à présent, le Centre national de référence en santé de reproduction Husseina poursuit sa campagne de dépistage qui, cette fois-ci, se déroule dans la polyclinique de Farhad, où les femmes de tous les quartiers environnants ont été sensibilisées et formées sur la prévention de la dépistage du cancer du col de l'utérus. À cet effet, des techniciens de santé du centre Husseina ont donc pu mener ces activités de dépistage de masse en collaboration avec les comités de santé des 3 quartiers, à savoir le quartier 5, 6 et 7
grâce à l'implication des femmes leaders qui ont mobilisé et sensibilisé leurs consoeurs pour se faire dépister et au niveau de cette polyclinique de Farhad. A noter que le dépistage est dispensé de façon volontaire, confidentielle et gratuite afin que cette présente campagne permette de prévenir précocement de la lutte efficacement contre le cancer du col de l'utérus. Actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu aujourd'hui à New York. Le but de cette visite est de rassembler un soutien quasi unanime contre la vision de l'administration Trump pour une paix israélo-palestinienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait tenir une réunion aujourd'hui à propos du plan de paix pour le Moyen-Orient proposé par les États-Unis, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolai Madlenov, prendra la parole au cours de cette réunion. Le président palestinien Mahmoud Abbas devrait également faire une déclaration pendant le briefing. Le président américain Donald Trump a dévoilé son plan de paix controversé pour le Moyen-Orient le 28 janvier dernier, appelant à une solution à deux États, tout en reconnaissant Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.